Imaginez une prison devenue studio de télévision, un directeur devenu producteur, des condamnés transformés en vedettes, et des voitures si lourdement blindées qu'elles ressemblent davantage à des chars qu'à des bolides. Au milieu de ce vacarme, un homme n'a qu'une idée en tête: retrouver sa petite fille. Voilà le moteur secret de Course à la mort. Sous sa carrosserie couverte de mitrailleuses, le film de Paul W.S. Anderson n'est pas seulement une démonstration de vitesse et de métal, c'est aussi une histoire de dépossession. On vole à Jensen M son emploi, sa femme, son nom, sa liberté et même son visage. Puisqu'on l'oblige à porter le masque d'un autre pour survivre, il doit reprendre le contrôle. Virage après virage, dans un spectacle conçu pour qu'il ne puisse jamais gagner. Le titre promet une course, mais le premier adversaire de Jensen n'est pas un pilote. C'est une machine entière. Une prison privée, une économie du spectacle et une directrice qui transforme chaque souffrance en audience payante. Le public du film vient chercher des collisions, bien sûr. Pourtant, ce qui rend l'ensemble plus intéressant qu'une simple poursuite, c'est cette question qui reste suspendue au-dessus de chaque tour de piste. Que vaut une victoire lorsque les règles appartiennent à quelqu'un qui gagne davantage en vous voyant perdre? Nous allons raconter toute l'histoire, y compris son dénouement, puis regarder comment cette série B musclée a été fabriquée, accueillie et finalement conservée dans la mémoire des amateurs de cinéma d'action. Course à la mort arrive dans les salles françaises le 15 octobre 2008, presque 2 mois après sa sortie nord-américaine. Le moment est particulier. Le cinéma d'action vient de traverser une période dominée par les images numériques, les montages accélérés et les adaptations de jeux vidéo ou de bandes dessinées. Paul W.S. Anderson connaît parfaitement ce territoire. Le réalisateur britannique a déjà signé Mortal Kombat, Event Horizon, Resident Evil et Alien vs Predator. Il aime les mondes fermés, les règles simples, les groupes coincés dans un espace hostile et les dangers qui deviennent progressivement plus énormes. Ici, il prend tout ce savoir-faire et l'enferme sur une île-prison où la route elle-même fonctionne comme une arène. Le projet ne naît pourtant pas en 2008. Son histoire remonte à La course à la mort de l'an 2000, le film de Paul Bartel sorti en 1975 et produit par Roger Corman. Cette œuvre ancienne suivait une compétition automobile traversant les États-Unis dans une société où renverser des passants rapportait des points. David Carradine y incarnait Frankenstein, champion masqué et instrument d'un régime autoritaire, tandis qu'un jeune Sylvester Stallone jouait son rival. Le ton mêlait violence, satire politique et humour noir. Les voitures étaient déjà des extensions de leurs pilotes, mais le spectacle visait surtout la consommation, le pouvoir et la manière dont une foule peut s'habituer à l'inacceptable lorsqu'on lui présente cela comme un jeu. Anderson acquiert les droits au milieu des années 90. Il lui faudra environ 14 ans pour faire aboutir sa version. Pendant le développement, le projet change de forme, de studio et même de titre. À une époque, il doit s'appeler Course à la mort 3000 et imaginer une compétition beaucoup plus futuriste, presque mondiale, avec des véhicules capables d'accomplir des prouesses impossibles. Tom Cruise et Paula Wagner sont liés à la production. Plusieurs scénarios circulent. Paramount finit par se séparer de la société Cruise-Wagner, le projet se retrouve sans véritable foyer, puis Universal le récupère. À travers ces transformations, une idée résiste: moderniser le concept en le rapprochant de la télé-réalité et de la diffusion payante sur Internet. Ce changement est décisif. Le film de 1975 se moquait d'une société entière avec une énergie volontairement outrancière. La version de 2008 est plus directe, plus sombre et nettement moins comique. Elle ne cherche pas à refaire chaque idée de l'original. Elle conserve le nom de Frankenstein, les automobiles armées et la rivalité entre pilotes, puis déplace la compétition dans une prison. Le résultat ressemble à la rencontre de gladiateurs, d'un film de casse et d'une course de stock-car. Les condamnés ne traversent plus un pays sous les applaudissements. Ils tournent en rond dans un espace contrôlé, observé par des caméras, pendant que leur geôlière vend chaque impact à des millions de spectateurs. Cette prison s'appelle Terminal Island. Le nom a une sécheresse parfaite. L'île terminale, l'endroit où tout est censé finir. Dans l'univers du film, l'économie américaine s'est effondrée, le chômage a explosé et la criminalité a augmenté.
Des entreprises privées gèrent désormais des établissements pénitentiaires pour en tirer un bénéfice. Course à la mort imagine donc un futur proche, si proche que le film le situe d'abord en 2012, avant de faire avancer son récit de plusieurs années. Ce choix produit aujourd'hui un étrange effet. Les dates sont dépassées, mais l'idée d'un divertissement violent diffusé en direct, monétisé par abonnement et commenté comme un événement sportif, paraît moins lointaine que lors de la sortie. La première séquence nous jette immédiatement dans la compétition. Frankenstein, visage caché derrière un masque, conduit une Ford Mustang blindée. À ses côtés, Kez sert de navigatrice. Derrière eux, Machine Gun Joe ne pense qu'à détruire son rival. Le circuit est marqué par des plaques au sol. En passant sur certaines, les pilotes activent leurs armes. D'autres libèrent des protections défensives. C'est une règle très visuelle, presque celle d'un jeu d'arcade, que le film explique par le mouvement. Frankenstein approche de ce qui devrait être sa 5e victoire, celle qui lui rendrait enfin la liberté. Pourtant, les armes ne répondent plus. Kaz l'encourage à ralentir, puis s'éjecte juste avant que Joe pulvérise la voiture. Le champion masqué meurt, mais le public ne doit rien savoir. Frankenstein n'est plus seulement un homme, il est une marque. Son masque permet à la direction de remplacer le corps tout en conservant la légende, exactement comme une émission remplace un candidat sans abandonner son concept. Cette ouverture résume déjà la cruauté du système. La promesse de libération attire les pilotes, mais la prison a besoin d'eux pour maintenir ses revenus. Un champion qui gagne vraiment devient un problème commercial. Il faut donc prolonger sa captivité, organiser ses revers, ou, s'il disparaît, trouver un autre visage à cacher sous le même symbole. Le film quitte alors l'île pour rencontrer Jensen Ames. Ancien pilote de course, ancien détenu aussi, il travaille dans une aciérie. Jason Statham apparaît dans un décor de bruit, de chaleur et de fatigue, loin du glamour d'un circuit professionnel. L'usine ferme. Les ouvriers, brutalement privés de leur salaire, affrontent la police anti-émeute. Jensen ne cherche pas la bagarre. Il rentre chez lui avec le poids d'un homme qui ignore comment il nourrira sa famille le mois suivant. Chez lui l'attendent Suzy, sa femme, et Piper, leur bébé. Pendant quelques minutes, le film montre ce que Jensen risque de perdre. C'est simple, presque fragile, et cette brièveté rend la suite d'autant plus brutale. Un intrus masqué pénètre dans la maison. Jensen est attaqué, drogué puis laissé inconscient près du corps de Suzy, un couteau ensanglanté à proximité. Quand il se réveille, la police est déjà là. Le piège est grossier mais efficace, car son passé joue contre lui. Il a un casier, une réputation de conducteur dur et aucune preuve pour expliquer ce qui s'est produit. Il est condamné pour le meurtre de sa femme. Piper part dans une famille d'accueil. En quelques coupes, la vie que nous venons d'apercevoir disparaît. Cette rapidité n'a rien de réaliste sur le plan judiciaire, mais elle correspond à la logique du film. Le système n'examine pas Jensen, il le classe, puis l'expédie à l'endroit où sa valeur pourra être exploitée. 6 mois plus tard, Jensen arrive à Terminal Island. Les portes, les grillages et le béton composent un paysage industriel sans horizon. Même le ciel semble lourd. Dès la cour, Pachenko et son groupe cherchent à le provoquer. Une bagarre éclate à la cantine. Jensen se défend avec l'efficacité physique que l'on attend de Jason Statham. Mais la scène sert surtout à observer les rapports de force. Les détenus se rassemblent en clans, les gardiens laissent monter la tension, et chaque incident donne à l'administration une nouvelle occasion de punir. Il n'existe pas de zone neutre. Même un repas devient une épreuve destinée à rappeler qui contrôle l'espace. La directrice Claire Hensey convoque Jensen. Joan Allen n'élève presque jamais la voix. Elle n'en a pas besoin. Son bureau propre, ses vêtements impeccables et son calme glacial contrastent avec les ateliers graisseux et les cellules. Elle lui révèle que Frankenstein est mort et lui propose de prendre sa place. Le public n'a jamais vu le visage du pilote. Jensen possède l'expérience nécessaire et une silhouette compatible. 4 victoires sont déjà officiellement attribuées à Frankenstein. Il suffirait donc à son remplaçant de gagner une seule fois pour obtenir sa libération. Hensey présente cela comme un choix, mais Jensen comprend immédiatement qu'un refus le laisserait enfermé à vie, loin de sa fille. La proposition contient tous les mensonges du film. On promet à Jensen son nom tout en lui demandant de devenir quelqu'un d'autre. On lui offre la liberté dans un établissement qui gagne de l'argent grâce à sa présence.
On invoque des règles sportives alors que l'organisatrice peut les modifier à volonté. Johnson accepte parce qu'il ne dispose d'aucune meilleure option. Ce n'est pas l'ambition qui le met au volant, ni le goût du danger. Il veut retrouver Piper. Cette motivation donne au personnage une ligne claire et permet à Statham de jouer sur son registre le plus efficace. Peu de paroles, un regard qui calcule, une colère tenue assez longtemps pour devenir une stratégie. Jensen découvre ensuite l'équipe technique de Frankenstein. Coach la dirige. Ian McShane lui apporte une ironie sèche et une autorité tranquille. Il connaît chaque bruit de moteur, chaque faiblesse du blindage et chaque manipulation de Hensey. Autour de lui travaillent Gunner et Lists. Ce dernier collectionne les données, mémorise les statistiques et transforme le chaos de la prison en informations utilisables. Ces hommes ne sont pas de simples mécaniciens comiques placés derrière le héros. Ils constituent sa première communauté. Dans un système qui réduit chacun à un numéro ou à une fonction, l'atelier crée une forme de confiance. On répare ensemble, on observe, on prépare la prochaine sortie. La solidarité commence par des gestes concrets. La voiture de Frankenstein mérite presque d'être présentée comme un personnage. Il s'agit d'une Mustang transformée en forteresse mobile, renforcée par de lourdes plaques d'acier. Des mitrailleuses sont installées à l'avant. De l'huile, de la fumée et d'autres défenses peuvent être libérées à l'arrière. L'habitacle n'a rien d'élégant. Les interrupteurs sont massifs, les surfaces rayées, les ceintures épaisses. On sent que la machine a été construite pour encaisser autant que pour accélérer. Coach explique les commandes à Jensen, avec la fierté d'un artisan qui connaît chaque soudure. Le héros, lui, ne contemple pas longtemps le véhicule. Il cherche déjà ce qui pourrait tomber en panne et ce que Hensey ne lui dit pas. Kaz rejoint l'équipe comme navigatrice. Nathalie Martinez lui donne une présence à la fois assurée et inquiète. Les navigatrices arrivent d'une prison pour femmes, présentée par la production interne comme un élément supplémentaire du spectacle. Et ne sait que le public ne paie pas seulement pour la course. Il paie pour des personnages, des images reconnaissables et une tension soigneusement fabriquée. Kaz connaît déjà la Mustang, puisqu'elle accompagnait le précédent Frankenstein. Jensen ne lui fait pas confiance. Il a raison, mais il ignore encore la nature exacte de son secret. Entre eux, le film installe moins une romance immédiate qu'une alliance forcée entre deux personnes utilisées par la même femme. Le jour de la première manche, les pilotes sont introduits comme des vedettes de combat. Machine Gun Joe, incarné par Tyrese Gibson, règne sur une Chrysler lourdement armée. Pachenko conduit une Buick menaçante. Travis Colt, ancien pilote professionnel déchu, cherche à reconstruire sa célébrité. Grimm affiche une violence presque religieuse. Un concurrent surnommé 14K apporte au groupe une précision froide. Les profils sont rapides, parfois caricaturaux, mais c'est précisément ainsi que l'émission les vend. Chacun possède un surnom, une voiture et une identité facile à retenir. Le système transforme des hommes compliqués en silhouettes commerciales. Frankenstein reste le produit principal, car son masque lui permet de survivre à n'importe quel interprète. Quand les moteurs démarrent, Anderson privilégie une sensation de masse. Les voitures ne glissent pas comme des objets numériques sans poids. Elles cognent, rebondissent et labourent le bitume. Les caméras restent près des carrosseries. On aperçoit les vibrations dans l'habitacle, les boulons, la fumée, les mains qui luttent contre le volant. La piste traverse des installations portuaires et des bâtiments abandonnés. Ce n'est pas un circuit dessiné pour être beau, c'est un labyrinthe de béton, de conteneurs et de lignes industrielles. Chaque virage peut cacher une arme, une barrière ou un adversaire. La course ressemble ainsi à une évasion qui tournerait en boucle sans jamais atteindre la sortie. Jensen apprend vite les règles des plaques d'activation. Une épée peinte au sol libère l'armement. Un bouclier permet d'utiliser les défenses. Il faut donc se battre pour la trajectoire autant que pour la position. Un pilote peut être plus rapide et rester vulnérable s'il manque la bonne zone. Cette idée rend les affrontements immédiatement lisibles. Elle révèle aussi le pouvoir de Hensey, car toutes les fonctions passent par son réseau. Les voitures semblent sauvages, mais leur violence est administrée. La directrice peut observer les caméras, choisir les angles, couper un dispositif ou introduire une nouvelle menace. La piste donne une illusion de liberté à des hommes dont chaque option a été programmée. Très vite,
Jensen comprend que les armes de la Mustang ne fonctionnent pas. Kaz prétend ne pas savoir pourquoi. Cette panne rappelle exactement celle qui a condamné son prédécesseur. Il n'a pourtant pas le temps d'enquêter, car il repère Pachenko. Un détail du geste, de la silhouette ou de la manière d'attaquer réveille le souvenir de la nuit où Suzy est morte. Jensen cesse alors de courir intelligemment. Il poursuit l'homme qu'il reconnaît comme le meurtrier, quitte sa ligne et expose sa voiture. Cette erreur le fait terminer au dernier rang. Pour Hensey, c'est une mauvaise performance provisoire. Pour Jensen, c'est la première preuve que son arrivée sur l'île n'a rien d'un hasard. Après la manche, Jensen affronte Pachenko. Il ne cherche plus seulement à savoir qui a tué Suzy, mais pourquoi. Pachenko finit par admettre que Hensey lui a donné l'ordre d'organiser le meurtre et de faire accuser Jensen. Elle avait besoin d'un nouveau Frankenstein, d'un pilote crédible qui ne manquerait à personne, et dont le passé rendrait la condamnation facile. Cette révélation transforme toute l'histoire. La directrice ne profite pas simplement d'un prisonnier disponible. Elle a fabriqué le prisonnier dont son émission avait besoin. Elle a créé le crime, la condamnation et le candidat, puis lui a présenté la course comme son unique chemin vers la liberté. Jensen tente de poursuivre l'affrontement, mais Ulrich, le bras droit de Hensey, intervient avec les gardiens. Jason Clarke joue ce personnage sans chercher à lui donner une grandeur particulière. Ulrich est un exécutant, ce qui le rend presque plus inquiétant. Il applique les décisions de la directrice, supervise les violences et maintient la distance entre elle et les conséquences. Dans cette prison, personne au sommet ne se salit directement les mains. Pachenko tue, Ulrich ordonne, les caméras enregistrent et Hensey vend le résultat. La responsabilité circule assez longtemps pour que chacun puisse prétendre n'avoir fait qu'accomplir sa tâche. La découverte pourrait pousser Jensen à exploser, mais elle produit l'effet inverse. À partir de ce moment, il devient plus méthodique. Il sait que la promesse d'une victoire libératrice est fausse. Il sait également que Case a participé, d'une manière ou d'une autre, à la mort du premier Frankenstein. Avant la deuxième manche, il la confronte dans la voiture. Il menace d'utiliser son siège éjectable si elle continue de mentir. Case avoue alors que Hensey lui avait promis des papiers de libération en échange du sabotage des armes. Elle n'avait pas prévu la mort de son pilote, mais elle a accepté le marché. Elle aussi a cru pouvoir acheter sa sortie en obéissant une dernière fois. La confession de Case crée un miroir avec Jensen. Tous deux ont reçu la même promesse. Collaborez, faites ce que nous demandons et vous serez libres. Tous deux comprennent trop tard que Hensey conserve toujours une raison de reporter la récompense. Le film ne blanchit pas immédiatement Case. Jensen reste furieux et elle doit regagner sa confiance par ses actes. Mais il reconnaît le mécanisme. La prison transforme les détenus en instruments les uns contre les autres. Si chacun pense que sa liberté dépend de la chute du voisin, aucune solidarité ne peut naître. Refuser cette logique devient donc le premier véritable geste de rébellion. La deuxième journée de course commence avec un Jensen différent. Il ne cherche plus à gagner selon les règles. Il utilise la piste pour régler le compte de Pachenko et comprendre les faiblesses de l'arène. Les deux voitures se poursuivent à travers les structures industrielles. Jensen provoque son adversaire, le pousse à commettre une erreur et l'envoie violemment contre une barrière de béton. Pachenko survit au choc, alors Jensen descend. Leur confrontation est courte, brutale et personnelle. Il tue l'homme responsable de la mort de Suzy. La vengeance ne lui rend rien. Et le film ne s'arrête pas pour lui offrir un soulagement sentimental. La course continue, parce que le système qui a commandé le meurtre reste intact. Hensey observe les audiences grimper. Elle pourrait se satisfaire du spectacle, mais elle veut toujours davantage. C'est ici que Course à la mort montre sa créature la plus spectaculaire. Le Dreadnought, un camion-citerne transformé en cuirassé roulant. Plus long, plus haut et mieux armé que toutes les voitures. Il entre sur la piste sans avoir été annoncé au pilote. Des mitrailleuses couvrent ses flancs. Une tourelle domine sa structure et son blindage absorbe les attaques. L'engin n'est pas un concurrent. Il n'a aucune liberté à gagner. Il existe uniquement pour tuer, relancer l'attention et empêcher la manche de devenir prévisible. L'arrivée du Dreadnought révèle la vérité commerciale de l'épreuve. Les règles ne sont sacrées que tant qu'elles produisent le spectacle souhaité. Si les pilotes deviennent trop prudents, NEC ajoute un monstre.
Si une légende approche de la liberté, elle sabote ses armes. Si un homme populaire meurt, elle remplace le corps sous le masque. On pourrait voir le camion comme un patron final de jeux vidéo, et la mise en scène assume ce plaisir. Pourtant, il représente surtout l'escalade. Une émission fondée sur le choc doit sans cesse promettre plus grand, plus bruyant et plus dangereux, faute de quoi le public risque de détourner les yeux. Les pilotes tombent les uns après les autres. Le Dreadnought écrase ou détruit plusieurs véhicules. Anderson filme la séquence comme une bataille mécanique où chaque impact raconte clairement une action. Jensen et Machine Gun Joe comprennent qu'aucun des deux ne survivra en poursuivant leur rivalité. Ils coopèrent sans prononcer de grands discours. Ils attirent le camion vers une zone du parcours où une arme défensive peut être utilisée contre lui. Kaz aide Jensen à calculer le moment. Joe maintient la pression. Ensemble, ils conduisent le cuirassé roulant dans un piège qui le détruit. La satisfaction vient autant de la stratégie que de l'explosion. Pour la première fois, deux produits de l'émission utilisent ses propres règles contre elle. À la fin de la manche, Jensen et Joe sont les principaux survivants. Leur alliance reste fragile. Joe n'est pas devenu un ami tendre. Il est un rival assez intelligent pour reconnaître un ennemi commun. Tyrese Gibson joue cette tension avec une énergie différente de celle de Statham. Là où Jensen retient ses réactions, Joe les projette. Il aime provoquer, occuper l'espace et rappeler qu'il ne fait confiance à personne. Leurs styles opposés rendent leur coopération crédible, car elle ne repose pas sur une soudaine affection. Chacun sait que l'autre peut conduire, improviser et tenir sa parole assez longtemps pour franchir un obstacle. NC, elle, a compris que Jensen connaît désormais toute l'affaire. Elle tente encore de négocier. Elle lui propose de rester Frankenstein, de profiter de sa célébrité et des avantages associés au rôle. C'est une offre révélatrice. La directrice pense que tout homme possède un prix, parce que son univers transforme chaque relation en transaction. Jensen refuse. Porter le masque une fois pour retrouver sa fille est un sacrifice. Accepter d'en faire une carrière reviendrait à laisser NC effacer définitivement son identité. Comme elle ne peut plus l'acheter, elle ordonne à Ulrich de placer une bombe sous la Mustang. Coach découvre le dispositif. Il pourrait se contenter de le neutraliser, mais il comprend qu'une occasion se présente. Depuis le début, le mécanicien observe les manipulations de la prison sans croire lui-même à une vie meilleure dehors. Ian McShane laisse deviner un homme qui a passé tant d'années derrière les murs que l'atelier est devenu son pays. Sa loyauté ne dépend pourtant pas d'une promesse de libération. Elle dépend des personnes avec lesquelles il travaille. En retirant la bombe et en la conservant, Coach choisit son camp. Il ne gagnera rien de matériel. Il agit parce qu'il refuse que la directrice détruise encore un pilote dont elle prétend contrôler le destin. Jensen approche alors Machine Gun Joe avec un plan. Ils ne peuvent pas remporter la course, car NC modifiera toujours les conditions. Ils doivent cesser de viser la ligne d'arrivée et chercher une sortie. Pendant la première manche, un choc a fragilisé une barrière donnant accès à un pont vers le continent. Ce détail, aperçu presque sans insistance, devient la clé. Le récit transforme ainsi l'expérience accumulée en stratégie. Jensen n'a pas perdu son premier jour pour rien. Il a découvert la panne, identifié Pachenko et endommagé le mur. Ces défaites contiennent les informations nécessaires à l'évasion. La troisième manche commence comme le duel final attendu par les spectateurs. Frankenstein contre Machine Gun Joe. Le champion masqué face à son rival le plus populaire. NC met en scène l'affrontement, contrôle la diffusion et prépare son piège. Jensen et Joe jouent leur rôle juste assez longtemps. Ils se battent pour donner le change, puis convergent vers la portion fragilisée. Au moment choisi, ils lancent leur véhicule à travers la barrière. Le béton cède. Pour la première fois, les voitures ne tournent plus en cercle. Elles empruntent une route qui mène réellement quelque part. Ce changement de direction possède une force très simple. Jusqu'ici, toute vitesse appartenait à la prison. Les pilotes pouvaient accélérer autant qu'ils le voulaient, sans quitter Terminal Island. Dès que Jensen et Joe franchissent le mur, le mouvement devient liberté. NC coupe la diffusion, car elle ne peut pas laisser le public voir ses vedettes refuser le scénario. Les armes commandées par le réseau sont désactivées. Des véhicules de sécurité se lancent à leur poursuite. L'émission, qui prétendait montrer un danger authentique,
révèle alors sa limite. La seule action vraiment imprévisible est celle que la productrice doit cacher. NC tente de faire exploser la Mustang. Elle appuie sur la commande avec la certitude de reprendre le contrôle, mais rien ne se passe. Coach a déjà retiré la bombe. Jensen et Joe atteignent une gare de marchandises. Leur plan exige une dernière substitution. Jensen quitte secrètement la voiture et monte avec Joe dans un train de fret. Kaz prend sa place sous le masque de Frankenstein. Lorsque les gardiens encerclent la Mustang, ils pensent avoir capturé le fugitif principal. Le même symbole qui permettait à la prison de remplacer les hommes protège maintenant leur fuite. Le masque cesse d'être seulement un outil d'effacement. Il devient un instrument de tromperie retourné contre ses propriétaires. Kaz accepte de rester derrière, mais elle ne répète pas sa faute initiale. La première fois, elle a saboté un pilote pour obtenir sa propre libération. Cette fois, elle risque sa liberté pour donner une chance à Jensen. Son choix ferme son arc avec une économie bienvenue. Elle sait aussi que NC tient à l'image de Frankenstein. Tant que les caméras et les gardiens croient avoir retrouvé la vedette, Jensen dispose de quelques minutes supplémentaires. Le film ne transforme pas Kaz en simple récompense romantique. Elle participe directement au plan, conduit la Mustang et prend sur elle la conséquence la plus dangereuse. La directrice, croyant avoir contenu l'évasion, retourne à son bureau. Les audiences ont été extraordinaires. Même la rupture de la diffusion peut être présentée comme un incident spectaculaire. Un colis l'attend. À l'intérieur se trouve la bombe qui devait tuer Jensen. Coach l'a fait exploser, emportant NC et Ulrich. La scène est construite comme une revanche de mécanique. L'objet caché sous la voiture revient à celle qui l'a commandé. Elle peut paraître expéditive, mais elle correspond au langage du film. Dans cet univers, le pouvoir communique par des machines, des commandes à distance et des pièges. Coach répond dans la même langue. 6 mois plus tard, Jensen et Joe vivent au Mexique. Ils travaillent comme mécaniciens, emploi modeste mais réel, fondé sur une compétence qu'ils possèdent et non sur un personnage qu'on leur impose. Piper est avec son père. Kaz les rejoint après avoir retrouvé la liberté. La fin ne prétend pas réparer tout ce qui a été perdu. Suzy reste morte, les années de prison ne disparaissent pas, et le système qui a rendu Terminal Island possible dépasse probablement une seule directrice. Pourtant, Jensen a récupéré son nom, son enfant et la possibilité de choisir sa route. Pour un film aussi bruyant, la dernière récompense est étonnamment calme. Une famille recomposée autour d'un atelier, loin des caméras. Cette conclusion fonctionne surtout parce que Jason Statham ne joue jamais Jensen comme un homme fasciné par sa propre légende. Au moment du tournage, l'acteur britannique possède déjà une image très précise. Le transporteur l'a installé comme conducteur d'élite, spécialiste des règles, des trajectoires et des combats rapides. Crank a poussé son énergie physique vers une forme presque comique de frénésie. Course à la mort utilise cette histoire sans la citer ouvertement. Dès que Statham touche un volant, le spectateur croit à sa compétence. Le scénario n'a pas besoin de longues scènes montrant son apprentissage. Son corps, sa concentration et son passé cinématographique font déjà une partie du travail. Il serait facile de réduire Statham à une présence athlétique, mais son jeu repose ici sur une économie assez fine. Jensen parle peu parce qu'il observe. Dans le bureau de NC, il ne répond pas immédiatement à chaque provocation. Dans l'atelier, il teste la loyauté de l'équipe avant de l'accepter. Avec Case, sa méfiance apparaît dans la distance qu'il maintient autant que dans ses menaces. Cette retenue devient essentielle au milieu d'un film où tout le reste cherche à être plus grand. Moteur, explosion, carrosserie, musique, gardien et foule invisible. Statham crée un point fixe. Plus le monde s'agite, plus Jensen semble réduire son attention à la prochaine décision utile. Son physique raconte également le passé du personnage. Jensen n'est pas présenté comme un soldat secret ou un surhomme. Il a été pilote, il a connu la prison et il vient d'une aciérie. Ses gestes combinent donc la précision du conducteur et la dureté d'un travailleur habitué aux machines. Lorsqu'il se bat, il cherche rarement l'élégance. Il utilise l'espace, frappe vite et termine l'affrontement. Au volant, en revanche, ses mains deviennent plus mesurées. Cette différence aide à distinguer la colère de la maîtrise. Poursuivre Pachenko lui fait perdre la première manche parce qu'il conduit alors comme il se bat. Réussir l'évasion exige qu'il redevienne pilote, capable de transformer une émotion en plan.
Jensen appartient à une longue tradition de héros d'action ouvriers. Il ne sauve pas une capitale, ne défend pas une institution et ne cherche pas à devenir célèbre. Il veut récupérer son enfant après avoir été broyé par des décisions prises loin de lui. La fermeture de l'usine au début n'est donc pas une simple décoration dystopique. Elle place le personnage dans une société où même un homme compétent peut perdre toute stabilité du jour au lendemain. Hensei exploite précisément cette vulnérabilité. Un ancien champion encore riche, entouré d'avocats et soutenu par une équipe, aurait été difficile à faire disparaître. Un ouvrier licencié avec un casier devient une cible idéale. Face à cette masse contenue, Joan Allen choisit une froideur presque administrative. Le casting surprend encore. L'actrice est associée à des drames exigeants, à des personnages complexes et à des rôles qui lui ont valu plusieurs nominations aux Oscars. La voir diriger une prison où des voitures armées s'entredétruisent pourrait sembler relever du décalage. Pourtant, c'est justement son sérieux qui donne du poids à Hensei. Elle ne joue pas une méchante de bande dessinée qui savourerait chaque explosion. Elle se comporte comme une cadre supérieure, présentant des résultats, corrigeant un produit et éliminant un problème de personnel. Hensei sourit rarement, mais elle comprend parfaitement l'image. Elle sait quand appeler Jensen par son nom et quand parler de Frankenstein. Elle sait présenter une menace comme un contrat. Elle utilise des mots propres pour décrire des actes sales. Ce comportement rejoint une peur très contemporaine. La violence n'a pas toujours besoin d'un tyran en uniforme. Elle peut être organisée par une personne polie, installée devant des écrans, qui considère la souffrance comme une ligne dans un tableau de revenus. Joan Allen évite de chercher la sympathie. Elle donne toutefois au personnage une cohérence. Hensei ne croit pas être folle. Elle croit être excellente dans son travail. Sa relation avec Ulrich renforce cette logique. Il ne la contredit pas et elle ne lui explique pas sa morale. Il parle en termes d'objectifs. Un pilote menace l'émission, on place une bombe. Une course manque de rythme, on libère le dreadnought. Un homme refuse une offre, on prépare son remplacement. Le film montre rarement les spectateurs qui achètent la diffusion. Il nous place surtout dans la salle de contrôle. Ce choix rend Hensei responsable du montage du monde autant que de la prison. Elle décide quelles images existent, lesquelles doivent disparaître et quel récit le public recevra. Lorsque l'évasion commence, son premier réflexe est de couper le direct. Perdre 2 détenus est grave. Perdre la maîtrise de l'histoire l'est encore davantage. Tyrese Gibson apporte une autre forme de charisme. Machine Gun Joe est introduit comme l'obstacle principal de Frankenstein, mais le personnage échappe progressivement au rôle du rival condamné à mourir. Joe comprend le fonctionnement de la prison. Il ne partage pas facilement ses intentions, conserve une agressivité permanente et traite l'alliance comme une négociation entre égaux. Gibson utilise sa voix, son sourire et son énergie pour occuper chaque espace que Statham laisse vide. Leur duo repose sur le contraste classique entre le taciturne et le provocateur, mais il évite de devenir une suite de plaisanteries. L'urgence de la course ne leur laisse pas le temps de devenir des partenaires confortables. Le film fait aussi quelque chose de malin avec l'attente créée par Joe. Dans une histoire plus conventionnelle, Jensen devrait vaincre son grand rival pour prouver qu'il est le meilleur. Ici, cette victoire sportive n'aurait aucune valeur. Hensei possède la piste, les caméras, les armes et les résultats. Jensen et Joe progressent seulement lorsqu'ils cessent d'accepter la rivalité proposée. Ils ne gagnent pas l'un contre l'autre, ils sortent ensemble. Pour un récit vendu sur l'affrontement, cette résolution donne une petite profondeur inattendue. La masculinité n'y est pas abandonnée, loin de là, mais elle cesse un instant d'être une compétition permanente. 2 hommes survivent parce qu'ils reconnaissent la compétence de l'autre. Ian McShane, lui, transforme Coach en cœur discret du film. Son personnage pourrait n'être qu'un guide chargé d'expliquer la Mustang. Grâce à sa présence, il devient la mémoire de l'île. Coach a choisi de rester en prison plutôt que de retourner dans un monde qu'il ne considère plus comme le sien. Cette information n'est pas développée par un long retour en arrière. McShane la porte dans son calme, sa manière de connaître tous les rituels et son absence d'illusion. Il n'attend pas un miracle de Jensen. Il vérifie simplement si le nouveau pilote mérite que l'équipe risque quelque chose pour lui. L'atelier de Coach est peut-être le seul lieu de Terminal Island
où le travail conserve une dignité. Ailleurs, l'activité produit du profit pour NC ou impose une punition. Ici, les mécaniciens résolvent de vrais problèmes. Ils examinent un moteur, soudent une plaque, comptent les munitions et analysent les dommages. Le film aime cette compétence matérielle. Il prend le temps de montrer des mains couvertes de graisse et des pièces lourdes. La loyauté naît du fait que chacun accomplit correctement sa tâche. Lorsque Coach neutralise la bombe, ce geste combine son savoir technique et son choix moral. Il sauve Jensen de la seule manière qui lui appartient pleinement, en comprenant mieux la machine que ceux qui l'ont piégée. Liszt, interprété par Frédéric Kohler, ajoute une texture particulière à ce groupe. Son besoin compulsif de rassembler des informations pourrait être traité comme une simple bizarrerie. Il devient plutôt un avantage. Dans une prison fondée sur le contrôle des données, un détenu répond en mémorisant lui aussi. Il connaît les statistiques, les antécédents et les probabilités. Son surnom le réduit à cette fonction, mais l'équipe l'écoute parce que ces détails peuvent sauver une vie. Gunner, joué par Jacob Vargas, complète le trio avec une énergie plus directe. Tous ne reçoivent pas un arc élaboré, pourtant leur visage et leurs gestes empêchent la Mustang de paraître entretenue par magie. Nathalie Martinez incarne un rôle qui pourrait sembler secondaire au sein de cette distribution. Kaz se trouve dans une position délicate. L'émission interne présente les navigatrices comme des accessoires séduisants destinés à l'audience, et le film lui-même n'échappe pas toujours à ce regard. Pourtant, le personnage gagne une véritable responsabilité narrative. Elle connaît le secret du premier Frankenstein, maîtrise les commandes de la voiture, reconnaît les manipulations de NC et prend finalement le volant pendant l'évasion. Son erreur initiale n'est pas effacée. Elle devient la preuve de la manière dont une promesse de libération peut pousser une personne terrifiée à participer au piège d'une autre. Martinez évite de jouer Case comme une victime passive. Elle répond à Jensen, garde son calme pendant les impacts et comprend la piste aussi vite que lui. Leur proximité reste liée à la survie avant de devenir affective. Cette lenteur relative convient au film. Une romance développée au milieu des courses aurait paru artificielle, surtout après le meurtre récent de Suzy. La dernière réunion au Mexique suggère une possibilité plutôt qu'elle ne prononce une grande promesse. Kaz rejoint un foyer où Piper occupe la place centrale. Elle n'efface personne. Elle arrive comme une personne qui a elle aussi quitté le rôle, écrit pour elle par NSA. Le reste de la distribution fonctionne par touche nette. Max Ryan donne à Pachenko une brutalité suffisante pour rendre la vengeance immédiate. Jason Clarke, avant plusieurs rôles plus connus, fait d'Ulrich un officier sans scrupules. Robin Shou, familier du cinéma d'arts martiaux et déjà présent dans Mortal Kombat d'Anderson, incarne 14K. Robert Lassardo joue Grimm avec une intensité volontairement excessive. Justin Mader campe Travis Colt comme un pilote déchu qui voit l'émission comme une dernière chance de redevenir visible. Chacun reçoit peu de temps, mais les silhouettes se distinguent au milieu des casques et des carrosseries. Un détail relie directement cette version au film de 1975. David Carradine prête sa voix au Frankenstein qui meurt au début. Le visage reste caché et la présence est brève. Ce n'est pas une apparition destinée à interrompre le récit pour saluer le public. Elle fonctionne plutôt comme un passage de témoin secret. L'ancien Frankenstein disparaît pour laisser la place à Jensen, tandis que l'acteur qui avait porté le masque dans l'œuvre originale accompagne le changement. Les spectateurs qui reconnaissent la voix y trouvent un clin d'œil. Les autres comprennent la scène sans explication. Ce soin accordé aux interprètes serait moins visible si les voitures ne possédaient pas une telle personnalité. Anderson veut éviter que les courses ressemblent à une suite d'images de synthèse. Les anecdotes de production insistent sur le recours aux cascades et aux explosions réalisées sur le plateau. Les véhicules existent, pèsent et se déplacent réellement. Cela ne signifie pas qu'aucun effet numérique n'intervient dans le film, mais l'essentiel de la sensation vient de machines physiques lancées dans des décors physiques. Les acteurs conduisent eux-mêmes une partie importante des scènes, ce qui permet de cadrer leur visage et leurs mains sans couper constamment vers une doublure invisible. Jason Statham possède déjà une expérience de conduite liée à ses films précédents. Selon les récits de tournage diffusés en France, lui et les autres interprètes
ont pris le volant lors de nombreuses cascades. Anderson a même reconnu avoir eu peur en les voyant accomplir certaines manœuvres. Cette implication change la manière de filmer l'habitacle. Le corps de l'acteur réagit en même temps que la voiture. Une secousse ne semble pas ajoutée après coup. Le regard se déplace vers un vrai virage, les épaules encaissent un choc et les mains corrigent une trajectoire. Le spectateur ne calcule pas consciemment tout cela, mais il perçoit la cohérence. Les véhicules sont conçus comme des portraits. La Mustang de Frankenstein reste la plus équilibrée, rapide, blindée, reconnaissable, construite autour de l'image d'un champion. La Chrysler de Joe exprime une force plus agressive. La Buick de Pachenko possède une lourdeur menaçante. D'autres pilotes utilisent des modèles aux lignes et aux armements distincts. Le film ne cherche pas le réalisme absolu d'une compétition automobile. Une voiture chargée de plaques, de munitions et de dispositifs offensifs ne se comporterait évidemment pas comme un bolide léger. Il cherche plutôt une crédibilité tactile. On doit croire que ces objets ont été soudés, cabossés, réparés et renvoyés sur la piste. Le blindage mérite une attention particulière. Dans beaucoup de films d'action, une voiture brillante reste intacte jusqu'au moment spectaculaire où elle explose. Ici, les carrosseries portent leur histoire. Les impacts arrachent des éléments, les vitres se fissurent, la fumée envahit les conduits et les pneus souffrent. L'équipe doit ensuite réparer. Cette continuité des dommages aide la course à raconter quelque chose. Chaque manche laisse une trace. La Mustang qui aborde le dernier jour n'est plus exactement celle du premier, Jensen non plus. Tous deux ont subi, appris et été renforcés par des personnes qui connaissent leurs points faibles. Le tournage commence à Montréal en août 2007. La ville et ses installations industrielles offrent des surfaces de béton, des entrepôts, des voies ferrées et des zones portuaires capables de représenter Terminal Island. La production n'essaie pas de cacher complètement ce caractère nord-américain froid. Elle l'accentue. Les décors semblent humides, métalliques et usés. On trouve peu de couleurs naturelles. Le gris, le noir, le vert sale et la rouille dominent. Quand une flamme traverse l'image ou qu'une carrosserie colorée surgit, elle paraît d'autant plus vive. Tourner à Montréal permet aussi de construire un futur avec des lieux existants. Au lieu d'imaginer une métropole remplie de panneaux lumineux, Anderson cherche la science-fiction dans la réutilisation. Une prison privée peut occuper un ancien espace industriel. Un circuit peut serpenter entre des bâtiments abandonnés. Une salle de contrôle moderne peut surveiller des couloirs délabrés. Ce futur n'est pas propre. Il ressemble au présent après une crise économique, lorsque des infrastructures conçues pour produire des biens sont transformées en instruments de surveillance et de divertissement. L'aciérie fermée du début et l'île-prison appartiennent au même monde. L'un cesse de fabriquer, l'autre apprend à vendre des corps. Le directeur de la photographie Scott Kevan donne aux scènes une image dure, souvent désaturée. Les visages ne sont pas baignés dans une lumière flatteuse. Les cellules et les garages utilisent des sources qui paraissent appartenir au décor. Néons, ouvertures industrielles, lampes de travail. Sur la piste, la poussière et la fumée fragmentent la profondeur. Cette approche correspond à la volonté de présenter le film comme une expérience mécanique plutôt que comme une aventure futuriste élégante. Le monde doit sentir le carburant, la sueur et le métal chauffé, même si le cinéma ne peut nous transmettre aucune odeur. Anderson et Kevan savent cependant que trop d'obscurité rendrait les courses illisibles. Les véhicules reçoivent donc des formes distinctes et le montage revient souvent à des repères simples. Le masque de Frankenstein, le visage de Kaz, la calandre d'un adversaire, une plaque d'activation, la salle de contrôle. On sait généralement qui poursuit qui et quel danger vient d'être déclenché. Le film coupe vite, mais il ne cherche pas à cacher l'action derrière une agitation permanente. Les meilleurs moments montrent une cause, un impact et une conséquence. Une voiture prend une mauvaise ligne, frappe un obstacle, perd une pièce et modifie sa stratégie. Le montage de Niven Howie travaille beaucoup la compression. Une course réelle comporte des répétitions, des tours d'attente et des écarts qui se réduisent lentement. Ici, chaque portion doit produire une décision. Une arme devient disponible, un pilote attaque, un mécanisme tombe en panne ou NC introduit une surprise. Cette densité donne au film son rythme, mais elle explique aussi pourquoi certains critiques ont trouvé l'ensemble épuisant ou vide.
Course à la mort ne ménage presque jamais un long silence sur la piste. Il fait confiance à l'accumulation. Pour le spectateur qui accepte ce contrat, l'énergie reste constante. Pour celui qui attend une progression plus subtile, le film peut sembler confondre mouvement et développement. La construction en 3 manches sert de colonne vertébrale. La première apprend les règles et révèle le complot. La deuxième détruit les illusions, élimine Pachenko et force l'alliance devant le Dreadnought. La troisième abandonne la victoire officielle pour l'évasion. Chaque journée change donc l'objectif. Cette structure empêche la répétition totale, même si les mêmes couloirs et plaques reviennent. Jensen passe de participant contraint à enquêteur, puis de survivant à organisateur de sa fuite. La piste reste identique, sa manière de la lire évolue. C'est une forme de narration très proche du jeu. L'espace appris sous la contrainte devient une carte que le personnage peut enfin exploiter. Cette proximité avec le jeu vidéo n'est pas accidentelle. Anderson a adapté Mortal Kombat et Resident Evil, et son cinéma aime les règles matérialisées. Les plaques d'épée et de bouclier sont des bonus posés sur le sol. Le Dreadnought ressemble à un adversaire final. Les pilotes disposent d'identités, de véhicules et d'armes particulières. Pourtant, les effets physiques empêchent l'ensemble de flotter dans une abstraction numérique. C'est peut-être là que le film trouve son équilibre le plus personnel. Une logique presque ludique, mais incarnée par des tonnes de métal réellement lancées contre des murs. Le son joue un rôle aussi important que l'image. Les moteurs ne forment pas un bourdonnement uniforme. Ils grognent, montent dans les tours, chutent lors d'un changement de vitesse et se mêlent au claquement des armes. Les impacts possèdent une lourdeur distincte des explosions. À l'intérieur de la Mustang, le son devient plus étouffé, comme si le blindage transformait l'habitacle en boîte métallique. Puis, une vitre casse ou une portière s'arrache et le vacarme extérieur envahit soudain l'espace. Ces variations maintiennent une sensation de danger que la seule musique ne pourrait pas produire. Paul Haslinger compose la partition. Ancien membre de Tangerine Dream, il connaît la combinaison entre texture électronique et pulsations dramatiques. Sa musique accompagne les accélérations sans chercher un grand thème héroïque immédiatement mémorisable. Des rythmes industriels, des nappes tendues et des percussions soutiennent la mécanique. La bande originale est enregistrée avec le Hollywood Studio Symphony dans les studios Sony et paraît en août 2008, quelques jours avant la sortie nord-américaine. Cette alliance d'électronique et d'orchestre reflète bien le film, une construction moderne appuyée sur des méthodes physiques plus anciennes. La musique ne cherche pas à rendre Terminal Island majestueuse. Elle accentue la pression. Les moments les plus efficaces laissent parfois le moteur dominer, puis font revenir la partition lorsque la stratégie se dessine. Le spectateur n'est pas invité à rêver de conduire ses voitures sur une route ouverte. Il doit sentir que chaque accélération se produit dans un piège. Cette différence sépare Course à la mort d'un film célébrant simplement la culture automobile. Les machines y sont séduisantes, certes, mais elles restent des outils fabriqués par une prison. Leur beauté vient de leur puissance et de leur travail visible, pas d'une promesse de liberté commerciale. Les explosions pratiques apportent un autre plaisir aujourd'hui devenu plus rare. Une vraie boule de feu modifie la lumière du décor. Elle se reflète sur le métal, projette une chaleur visible et produit une fumée qui reste dans le plan suivant. Les cascadeurs doivent anticiper des distances réelles. Les caméras enregistrent un événement qui ne pourra pas être répété de manière parfaitement identique. Cette part d'irréversibilité donne de la tension. Quand le Dreadnought est détruit, on ne regarde pas seulement un dessin spectaculaire, on regarde une équipe de tournage ayant préparé une opération complexe pour quelques secondes de chaos contrôlé. La volonté de tout accomplir à l'ancienne ne doit pas être transformée en mythe absolu. Un film de cette ampleur utilise nécessairement des retouches, des câbles effacés, des assemblages de plans et d'autres aides invisibles. L'intérêt n'est pas de prétendre que l'ordinateur n'a jamais existé, il est de constater que la base photographiée possède une réalité. Le numérique complète plutôt qu'il ne remplace constamment. Voilà pourquoi les poursuites conservent une texture particulière, même vues des années plus tard sur un écran domestique. Les modèles de voitures sont identifiables, les suspensions travaillent et les collisions respectent au moins la gravité du plateau.
Ce réalisme physique cohabite avec une histoire volontairement invraisemblable. Une condamnation aussi rapide, un sport meurtrier légal et une directrice capable d'organiser un meurtre sans rencontrer d'enquête sérieuse demandent une grande suspension d'incrédulité. Andersen ne cherche pas à construire une procédure crédible, il simplifie pour atteindre l'arène. Cette franchise peut être appréciée ou rejetée. Le film annonce très tôt sa logique. Le monde s'est effondré, la prison vend la violence et les règles existent pour produire une course. Il ne ralentira pas pour rédiger un rapport politique détaillé. Sa force et sa limite viennent du même choix. On retrouve cette méthode dans la direction artistique de Paul Austerbury et les décors associés à Paul Ott. Plutôt que de multiplier les lieux, l'équipe transforme Terminal Island en système complet. Il y a la cour, les cellules, la cantine, l'atelier, le bureau de Hensey, la salle de contrôle et la piste. Chaque espace possède une fonction sociale. Les détenus sont visibles et serrés dans les zones communes. Les mécaniciens disposent d'un désordre organisé. Hensey travaille dans une propreté distante. Les techniciens de diffusion regardent des murs d'images. La géographie raconte qui peut observer et qui doit être observé. Le masque de Frankenstein condense tout ce travail de conception. Sa forme rappelle une blessure métallique, à mi-chemin entre protection, identité de catcheur et produits dérivés. Il cache le visage, déforme la voix et permet à la légende de paraître inhumaine. Pour le public de la course, Frankenstein est plus excitant qu'un prisonnier ordinaire parce qu'il semble ne jamais mourir. Pour Jensen, le masque devient une contrainte physique. Il réduit sa vision et l'oblige à respirer derrière le personnage d'un autre. Le retirer dans l'atelier est un retour provisoire à lui-même. Le film utilise intelligemment les différentes significations de cet objet. Hensey croit que le masque rend l'individu interchangeable. Jensen découvre qu'il rend également l'identité impossible à vérifier. Kaz peut donc conduire à sa place, les gardiens peuvent arrêter la mauvaise personne et le véritable fugitif peut disparaître sans que le spectacle l'admette. Un outil conçu pour stabiliser la marque introduit finalement le doute. Qui se trouve derrière Frankenstein ? La prison répondait « Cela n'a aucune importance ». L'évasion répond « Justement, cette ignorance peut vous vaincre ». Les costumes de Gregory Ma suivent la même opposition. Jensen porte des vêtements fonctionnels, souvent sombres, qui ne cherchent pas à le transformer en super-héros. Hensey conserve une apparence nette et contrôlée, presque étrangère à la saleté de son établissement. Les combinaisons des pilotes et les tenues des navigatrices appartiennent davantage au spectacle produit. Elles rendent chaque participant lisible pour les caméras. On ne s'habille donc jamais seulement pour survivre sur l'île. On s'habille selon la place que le système vous attribue. Gestionnaire, garde, détenu, mécanicien ou attraction. La violence reste forte, ce qui vaut au film une classification interdite aux moins de 12 ans en France et une classification plus sévère en Amérique du Nord. Andersen montre des morts, des combats et des collisions destructrices, mais il privilégie l'impact à la souffrance prolongée. Les corps disparaissent souvent derrière les véhicules ou dans les explosions. Cette approche maintient le film dans le registre du divertissement brutal plutôt que dans celui de l'horreur graphique. Elle correspond aussi au regard de l'émission fictive qui transforme la mort en résultat rapide avant de passer au concurrent suivant. Un incident de tournage rappelle néanmoins que cette fabrication comporte des risques. Nathalie Martinez a gardé une légère cicatrice à la suite d'un accident. Les récits disponibles restent peu détaillés et mieux vaut ne pas inventer ce qu'ils ne précisent pas. Ce fait suffit à rappeler la dimension physique du plateau. Les véhicules, le feu et les cascades ne deviennent pas inoffensifs parce qu'une équipe professionnelle les contrôle. La réussite technique dépend de préparation rigoureuse et du travail de personnes que le public ne voit presque jamais. Les nominations reçues par le film mettent justement en lumière cette dimension artisanale. Les archives recensent 3 nominations aux Taurus World Stunt Awards, une reconnaissance liée au travail des cascades, ainsi que des mentions de la Guilde canadienne des réalisateurs et une nomination aux Saturn Awards. Course à la mort n'a jamais été présenté comme un candidat aux grandes récompenses généralistes. Son terrain est celui de l'action, du montage sonore, des effets et de la coordination physique. L'existence de ces nominations montre que, derrière l'image d'un divertissement simple,
des professionnels du secteur ont remarqué la difficulté de l'exécution. La production rassemble par ailleurs plusieurs noms liés à l'histoire du projet. Paul W.S. Anderson produit aux côtés de Jeremy Bolt et Paula Wagner. Roger Corman, producteur du film original, figure parmi les producteurs délégués. Tom Cruise reste crédité comme producteur dans certaines fiches françaises, tandis que les bases anglophones présentent des variations dans le détail des crédits. Cette petite différence rappelle une règle utile lorsqu'on parle de cinéma. Les bases de données ne racontent pas toujours les génériques de la même façon. Le point solide demeure que le projet a traversé l'orbite de Cruise-Wagner avant d'aboutir chez Universal, avec Anderson à l'écriture et à la réalisation. Le budget illustre également ces variations. Allociné et plusieurs fiches retiennent environ 45 millions de dollars, tandis que The Numbers affiche une estimation plus élevée. Plutôt que de transformer un chiffre incertain en vérité absolue, il est plus honnête de parler d'une production de plusieurs dizaines de millions. L'argent apparaît à l'écran dans les véhicules, les décors, les cascades et la logistique. Course à la mort n'a pas l'échelle d'un immense film de super-héros, mais il ne ressemble pas non plus à une petite série B tournée avec 3 voitures dans un terrain vide. Cette position intermédiaire explique une grande part de son charme. Le film dispose des moyens nécessaires pour construire un monde convaincant, tout en conservant l'agressivité d'une œuvre qui ne cherche pas à plaire à toute la famille. Il avance avec une idée claire, une vedette crédible et un ensemble de machines conçues pour être détruites. Dans le paysage de 2008, rempli de productions beaucoup plus vastes, cette modestie relative lui permet d'être précis. Il ne doit pas ouvrir un univers de 10 épisodes. Il doit conduire Jensen de sa cellule à une sortie et faire en sorte que chaque étape ait le bruit d'une portière blindée qui se referme. Si l'on revient au cœur du récit, Course à la mort parle d'abord de la privatisation du châtiment. La prison de Terminal Island n'est pas présentée comme un service public défaillant, mais comme une entreprise qui doit produire une marge. Cette différence change le sens de chaque surveillance. Les gardiens ne se contentent pas de maintenir l'ordre. Ils protègent un programme rentable. Les détenus ne sont pas seulement enfermés pour une peine. Ils deviennent une réserve de contenu. La directrice ne demande jamais si la course est juste. Elle demande si elle est assez excitante pour garder les abonnés. Le film pousse cette idée jusqu'à l'absurde, mais son mécanisme est parfaitement compréhensible. Pour qu'un produit dangereux continue d'exister, il faut une promesse régulière. La mort d'un concurrent doit être remplacée par l'arrivée d'un nouveau visage. Les blessures doivent être transformées en récits. Le passé criminel de chaque pilote devient une petite histoire de présentation. Machine Gun Joe n'est plus Joseph Mason. Il est une marque avec une voiture. Frankenstein n'est plus un détenu anonyme. Il est un mythe. Cette opération ressemble aux émissions de télé-réalité qui réduisent une personne à un surnom, une phrase et une trajectoire émotionnelle facile à suivre. NC ne contrôle pas seulement le circuit, elle contrôle la valeur narrative des événements. Le meurtre de Suzy est indispensable pour rendre Jensen utile, mais le public ne le connaît pas. La directrice fabrique un homme coupable, puis fabrique la possibilité de son salut. Elle devient à la fois procureur, productrice et arbitre. Cette concentration des fonctions explique pourquoi il est impossible de la battre dans une course normale. Elle décide du crime, des règles et de la récompense. Jensen ne peut l'affronter qu'en sortant du scénario. L'évasion n'est donc pas un supplément à l'histoire. Elle est la seule victoire logique. La question de l'identité traverse la mise en scène. Jensen doit porter le visage d'un homme mort, tandis que le véritable Jensen a été officiellement défini comme assassin. L'administration préfère un personnage rentable à une personne réelle. Le système ne cherche pas à savoir qui il est. Il cherche à savoir ce qu'il peut représenter. Cette violence symbolique rejoint la violence physique. Dans les deux cas, un corps est utilisé pour produire une image. Le masque se pose sur la tête, le casier judiciaire se pose sur le nom, et la caméra se pose sur la souffrance. Le spectateur est placé dans une position inconfortable. Nous regardons les collisions parce que le film les rend lisibles et séduisantes. Nous attendons l'activation d'une arme, la sortie d'un virage et la destruction du Dreadnought. En même temps, l'histoire nous rappelle que ces images sont exactement le produit vendu par NC.
La salle de cinéma devient une version extérieure de l'abonnement fictif. Course à la mort ne se contente donc pas de critiquer un public imaginaire. Il nous invite à reconnaître notre plaisir, puis nous demande ce que nous en faisons. Cela ne signifie pas que regarder une scène d'action est immoral. Cela signifie que le film sait que le plaisir et la critique peuvent occuper le même plan. Cette ambivalence évite au récit de devenir une satire complète. Le projet initial voulait commenter la télé-réalité, et les propos de production vont dans ce sens. Mais le film n'adopte pas le ton excentrique de l'œuvre de Paul Bartel. Il laisse surtout les voitures et les règles parler. Les critiques qui ont regretté la disparition de l'humour ou de la politique de l'original ont raison d'identifier un changement. Ce n'est pas la même expérience. Course à la mort garde les éléments de base et remplace la morsure satirique par une franchise de films d'action. Pour certains, cette décision affaiblit le remake. Pour d'autres, elle permet à l'histoire de fonctionner comme un thriller autonome. La différence est particulièrement visible dans la représentation du pays. Le film de 1975 transformait l'Amérique en une route entière, avec des passants utilisés comme cible et un gouvernement qui encourageait la violence. La version de 2008 rétrécit le pays à une île. On ne voit presque pas la société extérieure. Cette absence produit une impression de claustrophobie, mais elle limite aussi la portée politique. L'économie s'est effondrée, dit-on, mais le film ne visite pas les quartiers pauvres, les tribunaux ou les familles des victimes. Il nous montre un système après sa mutation, pas la série de décisions qu'il a créées. Ce choix est lié au désir de rythme. En enfermant les pilotes, Anderson peut passer rapidement d'une cellule à un moteur et d'un briefing à une explosion. Le monde extérieur devient une information, comme les biographies des détenus deviennent des cartes de présentation. Jensen veut rejoindre Piper, mais nous la voyons peu. Sa fille représente ce qui existe hors de la prison, pas un personnage qui pourrait modifier l'intrigue. Certains spectateurs peuvent trouver cette réduction émotionnelle frustrante. D'autres apprécieront qu'elle évite les longs retours mélodramatiques. Le film ne prétend pas raconter toute la reconstruction d'une famille. Il raconte la distance que Jensen doit franchir pour retrouver le droit d'en construire une. Le travail et le corps forment un autre fil important. Jensen vient d'une usine d'acier. Coach appartient à l'atelier. Les véhicules sont des objets reconstruits par des mains spécialisées. À l'opposé, Hensei travaille avec des écrans, des contrats et des chiffres. Elle ne comprend pas nécessairement le moteur. Elle comprend sa valeur commerciale. Le conflit oppose donc deux formes de savoir. Le savoir matériel permet de réparer, conduire et improviser. Le savoir administratif permet de classer, posséder et exploiter. Jensen et ses alliés gagnent parce qu'ils savent faire circuler les deux. Ils utilisent les informations de Liszt, la mécanique de Coach et la conduite de Jensen pour déjouer la direction. Cette lecture explique pourquoi le Dreadnought est plus qu'un camion impressionnant. Il est la mécanique de Hensei devenue véhicule. Plus grand que les autres, il transporte une capacité de destruction qui n'appartient à aucun pilote individuel. Il n'a pas de personnalité, pas de passé et pas de désir de liberté. Il obéit à la commande de la salle de contrôle. Le détruire revient à détruire une partie de l'infrastructure du spectacle. Mais le film ne prétend pas qu'un seul camion renversera l'ordre économique. Il offre une victoire locale, nécessaire pour l'aventure, sans promettre une révolution générale. Le masque et la voiture se répondent également. Le masque efface les traits, la carrosserie recouvre le corps. Jensen ne conduit pas seulement une machine blindée, il entre dans un autre volume. Dans l'habitacle, sa respiration, ses cris et ses décisions restent coupés du public. Les spectateurs voient Frankenstein, mais ne connaissent pas le père qui pense à Piper. C'est une image très simple de la célébrité. Plus le symbole devient visible, plus la personne qu'il remplace disparaît. L'évasion réussit parce que Jensen accepte d'utiliser cette disparition sans y abandonner son nom. La présence de Case ajoute une dimension de genre à cette logique. Les femmes de Terminal Island sont souvent présentées selon leur utilité à l'image ou au plan. Hensei est une directrice puissante, mais sa maîtrise est aussi mise en scène comme une exception qui doit être condamnée. Case est introduite comme navigatrice, rôle associé à la séduction et à l'accompagnement du pilote. Elle gagne ensuite de l'espace en prenant des décisions techniques.
le film ne développe pas une critique systématique du regard masculin et il reste marqué par les conventions de son époque. Toutefois, le renversement final lui permet de devenir le visage visible du masque, pendant que les deux hommes disparaissent. Le symbole n'appartient plus uniquement à la force masculine. Machine Gun Joe apporte à son tour un déplacement. Tyrese Gibson joue un personnage noir qui n'est pas seulement un obstacle exotique placé devant le héros blanc. Joe est un rival compétent, une force stratégique et un survivant avec son propre projet d'évasion. La narration demeure centrée sur Jensen, mais elle lui accorde une importance que beaucoup de récits d'action auraient refusée. Leur coopération finale ne résout pas toutes les tensions raciales de l'univers du film. Elle propose néanmoins une image concrète. Deux hommes que le système force à se battre découvrent que leur compétence peut devenir commune plutôt que concurrente. Le nom de Pachenko, associé au groupe suprématiste blanc dans les fiches de distribution anglophones, introduit un autre danger idéologique. Le film utilise cette menace comme un clan carcéral brutal plutôt que comme un sujet politique approfondi. Il ne cherche pas à expliquer l'histoire de ces hommes, ni à ouvrir un débat sur l'extrémisme. Leur présence sert à montrer que la prison contient des hiérarchies violentes avant même que NEC n'active la course. Jensen ne se libère pas d'une société harmonieuse. Il doit traverser plusieurs formes de domination, parfois représentées par les détenus, parfois par l'administration. Le personnage de Grimm fonctionne sur une limite similaire. Son apparence et ses gestes évoquent une religiosité extrême, tandis que son surnom de faucheur le transforme en attraction. Il est moins une personne qu'un paquet de signes immédiatement compris par le public. Cette caricature appartient au langage de la course. Les pilotes doivent être identifiables en quelques secondes, surtout lorsque le montage passe d'une voiture à l'autre. On peut regretter que certains ne dépassent jamais leur fonction, mais on peut aussi reconnaître la logique de casting. Course à la mort construit une galerie d'icônes mécaniques, pas une étude psychologique de chaque détenu. Ce parti pris se retrouve dans le dialogue. Les personnages utilisent des phrases courtes, des provocations et des explications directes. Les répliques doivent fonctionner dans le bruit d'un moteur et passer rapidement d'un haut-parleur à une caméra. Cela produit parfois des échanges que des critiques ont trouvés convenus. Mais cette simplicité est aussi un outil de rythme. Les enjeux ne sont jamais cachés derrière un langage abstrait. NC veut des audiences, Jensen veut Piper, Kaz veut des papiers, Joe veut sortir, Coach veut protéger son équipe. L'histoire avance avec des objectifs que l'on peut comprendre même lorsque l'écran devient un tourbillon de feu. La comparaison avec Mad Max revient souvent dans la réception du film, surtout pour les voitures armées et la poussière. La différence essentielle est l'espace. Mad Max transforme une immensité désertique en promesse d'horizon. Course à la mort enferme la vitesse derrière des murs et des grilles. Le véhicule peut être puissant sans être libre. Cette contradiction donne au film une couleur plus carcérale. Même lorsque la caméra accompagne une voiture lancée à pleine vitesse, le décor rappelle qu'elle reviendra au même point. La piste est un cercle qui imite la ligne droite. L'évasion devient donc plus importante que le triomphe sur l'adversaire. On peut aussi rapprocher le film de Gladiator, comparaison que le réalisateur lui-même a utilisée pour décrire le changement de règles. Les condamnés deviennent des combattants pour le plaisir d'une foule, et la directrice occupe la place d'une autorité qui promet une récompense à celui qui survit. Mais Course à la mort refuse la grandeur historique de l'arène romaine. Ces gladiateurs conduisent des véhicules blindés et reçoivent des ordres par radio. Le spectacle est industrialisé, automatisé et monétisé. Il ne réclame pas une légende éternelle, il réclame un abonnement renouvelé. Le film appartient aussi à une période particulière du cinéma de Jason Statham. En 2008, l'acteur est déjà identifié aux voitures, aux coups et aux héros qui ne perdent pas de temps. Course à la mort sort entre plusieurs œuvres où son corps sert de garantie de mouvement. Ce contexte peut réduire la surprise, mais il offre un plaisir d'efficacité. Le spectateur sait que Jensen finira par conduire, frapper et improviser. La question devient: comment le film utilisera-t-il cette promesse? Ici, il lui donne une motivation familiale, une enquête de complot et un partenaire rival. Statham n'a pas à prouver qu'il est capable d'action. Il peut se concentrer sur le contrôle. Au moment de la sortie française,
Allociné affiche environ 2,2 étoiles sur 5 pour la presse et 2,8 pour les spectateurs. Ces chiffres indiquent un écart intéressant. Les critiques professionnelles se montrent nettement plus sévères, tandis que le public accorde davantage de crédit à l'efficacité du divertissement. Les notes ne disent pas tout, bien sûr, elles ne mesurent ni l'ambiance d'une salle, ni le plaisir de revoir un film après plusieurs années. Elles confirment néanmoins que Course à la mort n'a jamais été accueillie comme une œuvre unanimement admirée en France. Les commentaires français reflètent souvent cette division. Certains reprochent au film de simplifier le scénario et de prolonger les courses au détriment des personnages. D'autres apprécient son absence de temps mort, la présence de Statham et les cascades de voitures. Le titre lui-même, Course à la mort, l'installe dans une tradition de cinéma de genre très lisible. Il ne promet pas une méditation discrète. Il annonce une épreuve brutale. Une partie du public vient donc chercher exactement ce que la critique lui reproche. Un récit facile à suivre, des véhicules reconnaissables et une succession d'affrontements qui ne demandent pas de ralentir. La presse internationale est tout aussi partagée. Rotten Tomatoes affiche aujourd'hui 40 et 1% d'avis positifs sur plus de 150 critiques, avec une moyenne autour de 5 sur 10. Le consensus du site résume le film comme une course très violente, très rapide et plutôt vide. Metacritic lui attribue 43 sur 100 à partir de 24 critiques, dans la catégorie des réactions mitigées ou moyennes. Ces formules paraissent sévères, mais elles décrivent une vraie question de réception. Les qualités de mise en scène physique sont-elles suffisantes lorsque l'intrigue et les personnages restent schématiques? Certains critiques américains ont reconnu que les poursuites respectaient les standards de l'action moderne et avançaient avec une vitesse supérieure à beaucoup de productions estivales. D'autres ont considéré que le film retirait à l'original son humour et sa satire pour ne garder qu'une violence mécanique. Un avis positif a souligné l'aspect graisseux, méchant et volontairement peu sophistiqué de l'ensemble. Un autre a jugé que les réactions viscérales compensaient un scénario faible. Cette diversité est plus intéressante qu'un simple verdict. Elle montre que Course à la mort réussit précisément là où il annonce son ambition, tout en laissant plusieurs spectateurs sur le bord de la route lorsqu'ils cherchent davantage de profondeur. Le box-office confirme une réussite commerciale limitée mais réelle. Les bases varient selon les périmètres et les mises à jour. The Numbers indique environ 36 millions de dollars pour le marché nord-américain, un montant comparable à l'affiche de Rotten Tomatoes et un total mondial situé autour de 72 millions. D'autres sources avancent un total proche de 73 ou 76 millions. En France, Allociné retient environ 174 000 entrées. La bonne manière de lire ces données n'est pas de choisir arbitrairement le chiffre le plus impressionnant. Le film a rapporté assez pour exister au-delà de sa sortie, sans devenir un phénomène grand public. Son ouverture américaine atteint environ 12,6 millions de dollars dans plus de 2500 salles. La sortie arrive à la fin de l'été, au moment où les Jeux olympiques de 2008 occupent encore une partie de l'attention. Course à la mort ne s'impose donc pas comme l'événement principal de la saison. Il trouve une place plus spécialisée auprès des spectateurs qui veulent une action adulte, une vedette identifiable et une promesse claire. Ce positionnement explique peut-être sa survie en vidéo. Un film qui ne conquiert pas toute la conversation au cinéma peut devenir un choix fiable pour une soirée où l'on veut simplement voir une machine traverser un mur. La sortie en DVD et en Blu-ray intervient aux États-Unis à la fin de 2008. Une édition non classée existe également, ce qui permet au public de découvrir un montage différent ou plus explicite selon les versions. Le film se prête bien au marché domestique. Il peut être revu par séquences, partagé entre amateurs de Statham et amateurs de voitures, et apprécié pour des détails de construction que la projection en salle laisse parfois passer. La vidéo lui offre aussi un second contexte. On ne lui demande plus de représenter le grand film de l'été. On lui demande d'être exactement ce qu'il est. Une course violente, compacte et techniquement appliquée. Les récompenses principales lui échappent et il serait trompeur de parler d'un héritage critique majeur. Course à la mort ne renouvelle pas le cinéma dystopique français ou international.
Il ne transforme pas la manière de filmer les prisons. Son influence se mesure autrement. Il montre qu'un remake d'un film de genre des années 70 peut être débarrassé d'une partie de son humour, déplacé vers une forme plus contemporaine de diffusion et rester identifiable grâce à quelques éléments forts. Il rappelle également qu'un public peut conserver un film en mémoire pour son exécution physique, même lorsque les critiques l'ont jugé faible sur le plan du scénario. La franchise suit cette logique. Une préquelle centrée sur l'histoire de Frankenstein sort directement en vidéo, puis une autre prolonge cette chronologie. Ces films sont tournés en Afrique du Sud et utilisent certains personnages, notamment Liszt et 14K, qui reviennent d'un épisode à l'autre. Une suite directe arrive plus tard en vidéo sous un titre différent, souvent présenté en français avec un titre proche de la franchise et une histoire plus sombre. Le simple fait que la série continue en dehors des salles indique une niche solide. On ne parle pas d'un univers gigantesque, mais d'un concept suffisamment clair pour supporter d'autres voitures, d'autres prisonniers et d'autres variations sur le même spectacle. Liszt devient la constante la plus visible de cette continuité. Frédéric Kohler reprend le personnage dans plusieurs épisodes, ce qui le transforme presque en chroniqueur de la franchise. Ce choix est révélateur. Les vedettes principales changent, les histoires remontent dans le temps ou avancent, mais l'atelier et la mémoire technique restent importants. Une série construite sur les machines a besoin de quelqu'un qui se souvient de leur fonctionnement. Liszt n'est pas un héros dominant. Il représente la continuité modeste d'un monde où les grands noms disparaissent, tandis que les travailleurs gardent les informations. Pour comprendre le culte discret autour du film, il faut écouter les souvenirs des spectateurs plutôt que les grands palmarès. Beaucoup se rappellent la première apparition de la Mustang, le masque, le Dreadnought, la coopération finale entre Jensen et Joe ou la scène où les voitures franchissent la barrière. Ces images sont faciles à raconter et faciles à partager. Elles se détachent de l'intrigue complète comme des morceaux de métal arrachés à une carrosserie. Un film peut donc survivre par ces moments, même si sa structure entière n'est pas souvent citée comme un modèle. Ce phénomène touche particulièrement les films d'action des années 2000. Ils ont été conçus pour être immédiatement compris, mais leur identité tient à des choix de fabrication très précis. Course à la mort n'a pas la légèreté inventive de certains films de Hong Kong, ni la sécheresse de plusieurs thrillers des années 70. Il appartient à une période où le montage numérique et l'impact physique cohabitent. Ses couleurs, ses textures et ses voitures datent une époque, mais elles lui donnent également une personnalité. Avec le temps, ce qui était perçu comme une production mineure peut devenir un document d'une manière de faire du cinéma d'action avant la généralisation des univers partagés. La réception francophone ajoute une nuance européenne. En France, le film arrive avec le titre Course à la mort, une traduction directe qui privilégie la lisibilité. Allociné le classe entre action et science-fiction. Il est distribué par Universal Pictures International France et bénéficie d'une sortie en salle traditionnelle, puis de support vidéo. Les spectateurs français ne le reçoivent pas comme une œuvre de science-fiction spéculative au sens de Solaris ou de Bienvenue à Gattaca. Ils le voient plutôt comme un divertissement de course avec une couche dystopique assez claire pour justifier les prisons privées et la télé-réalité. Cette place modeste explique que son impact culturel reste limité, mais que son identité de genre reste nette. Un point intéressant vient de l'écart entre l'affiche et l'expérience. L'affiche indique une durée d'environ 1h45 et certaines éditions présentent une version plus longue. Pourtant, la sensation principale n'est pas celle d'un film long. Les séquences s'enchaînent avec une telle densité que le récit paraît plus court. La structure des 3 jours, les retours à l'atelier et les scènes de Hensey donnent juste assez de respiration pour que le spectateur comprenne la stratégie. Ensuite, les moteurs reprennent. C'est un choix de confort pour le public d'action, mais aussi une limite. Peu de scènes restent assez longtemps pour devenir véritablement contemplatives. La scène d'ouverture avec Frankenstein, mort contient déjà toute la philosophie de l'œuvre. Le pilote croit toucher la liberté, mais le spectacle ne peut pas se passer de lui. Ses armes échouent, sa navigatrice s'éjecte et son rival le détruit. Hensey remplace ensuite le corps par Jensen.
Ce n'est pas seulement un retournement destiné à lancer l'histoire. C'est le résumé d'une économie où les individus sont remplaçables, tandis que les marques et les formats doivent continuer. Frankenstein peut mourir. Frankenstein doit rester. Jensen survivra seulement lorsqu'il comprendra que sa priorité n'est pas de préserver le nom du masque, mais de sortir de la machine qui le porte. La mort de Suzy joue un rôle plus ambigu. Elle donne à Jensen une motivation et à NC un levier, mais elle ne reçoit pas une véritable voix. On pourrait y voir une faiblesse classique des récits d'action, où la femme absente sert à déclencher la vengeance d'un homme. On peut aussi observer que le film détourne légèrement cette fonction. Jensen ne cherche pas à tuer Pachenko pour restaurer son honneur. Il cherche à retrouver Piper, et son plan final dépend de l'alliance avec Case et Joe. La mort de Suzy reste un manque, mais l'histoire ne se termine pas par un simple retour à la vie d'avant. Elle oblige Jensen à imaginer une famille différente. Le rapport à la paternité est d'ailleurs le seul élément qui ralentit vraiment Jensen. Il peut traverser une bagarre sans réfléchir. Il hésite lorsqu'il pense à Piper. La prison lui enlève la possibilité de voir grandir sa fille, mais elle ne lui enlève pas le désir de la protéger. NC croit que cette faiblesse le rend manipulable. Elle a raison, jusqu'au moment où le même désir devient une force stratégique. Jensen accepte la course, endure les mensonges et risque l'évasion parce qu'il connaît exactement ce qu'il veut récupérer. Une motivation précise résiste mieux à la propagande qu'une simple envie de revanche. Cette précision distingue Jensen de Frankenstein. Le pilote précédent est devenu une légende, mais nous ne savons presque rien de sa vie. Il a gagné 4 courses et son masque a acquis un pouvoir énorme. Jensen, lui, est présenté avant sa transformation. Nous le voyons perdre son travail, tenir son bébé et rentrer d'une émeute. La légende est donc fabriquée sur un homme concret, tandis que l'homme concret refuse de disparaître complètement. Le film ne dit pas qu'une célébrité est toujours fausse. Il dit qu'une célébrité contrôlée par une prison peut être une autre forme d'incarcération. L'émission fictive diffuse des images de femmes, de voitures et de violences avec le même langage publicitaire. Kaz et les autres navigatrices sont intégrées à un emballage qui ne prétend pas cacher son regard. Le spectateur de 2008 reconnaît une culture de télévision où les candidats sont aussi évalués sur leur apparence et leur capacité à créer des histoires. Anderson n'analyse pas longuement cette dimension, mais il la place dans le décor. La salle de contrôle voit autant la silhouette de Case que la trajectoire de Jensen. La caméra transforme les personnes en surface lisible. Même la peur devient un élément de production. Le choix de la prison privée renvoie aussi au corps comme capital. Chaque détenu coûte de l'argent lorsqu'il est enfermé et en rapporte lorsqu'il participe. Les morts peuvent être comptés comme des pertes nécessaires, tandis que les survivants deviennent des vedettes plus rentables. La liberté elle-même n'est pas un droit garanti. Elle est un prix de fidélité offert à celui qui continue d'être utile. Course à la mort ne développe pas un système économique complet, mais cette simple règle suffit à rendre la situation oppressante. La course ne punit pas Jensen pour un crime. Elle utilise sa condamnation pour créer de la valeur. Le mot liberté apparaît donc partout sans jamais être disponible. NC le prononce comme une récompense. Les pilotes l'imaginent comme une ligne d'arrivée. Coach ne l'attend plus. Kaz la négocie. Joe la poursuit avec une impatience agressive. Jensen finit par comprendre qu'aucune liberté accordée par NC ne sera vraie. La seule solution est de prendre la route hors du circuit. Cette idée, simple mais solide, donne au film une fin plus cohérente que ses premières explications. Le héros ne bat pas le système dans son propre concours. Il refuse que le concours reste la mesure de sa vie. La manière dont le film filme le public est également révélatrice. Nous entendons parler d'une audience mondiale, d'un site payant et d'un engouement considérable, mais nous ne passons presque jamais de temps avec des familles installées devant leurs écrans. Cette absence évite une satire trop facile. Si nous voyions les spectateurs applaudir chaque mort, nous pourrions les condamner et nous sentir innocents. En les laissant hors champ, Anderson nous garde plus près de la production. Nous devons imaginer le public, comme NC l'imagine. Le véritable enjeu est notre propre capacité à remplir ce vide avec les attentes que nous apportons au film. Le récit garde malgré tout une part de spectacle pur. Il serait exagéré de prétendre que chaque explosion est une métaphore complexe.
certaines sont là parce qu'une voiture doit exploser. Ce mélange est important. Les films de genre peuvent porter des thèmes sans cesser d'être des divertissements. Course à la mort n'a pas besoin de choisir entre le commentaire sur la télé-réalité et le plaisir d'un camion qui traverse une barrière. Il fait les deux, parfois avec finesse, parfois avec une insistance plus lourde. Sa sincérité vient de cette absence de honte. Il ne prétend pas être un traité, mais il ne fait pas semblant que le spectacle n'a pas de conséquences. Un autre élément contribue à son identité. La violence n'est jamais présentée comme une aventure militaire prestigieuse. Les armes sont bricolées, installées sur des voitures de prison et activées par des plaques au sol. Rien n'évoque un arsenal national ou une mission noble. Les pilotes se battent pour éviter d'être tués par des personnes qui vendent leur mort. Cette banalité rend les véhicules plus inquiétants. Ils ne servent pas à défendre une ville ou à gagner une guerre. Ils servent à maintenir un abonnement. La technologie n'élève pas l'humanité, elle rend une exploitation plus efficace. Jensen et Joe n'abandonnent pas totalement la violence pour autant. Leur évasion passe par des collisions, des armes et la mort de Hensei. Le film ne propose pas une sortie morale où chacun déposerait ses outils. Il sait que, dans son univers, survivre exige parfois de frapper plus fort que l'institution. Ce qui change, c'est la direction de cette force. Les premières collisions servent le spectacle de la prison. Les dernières servent la fuite. La même action peut être oppressive ou libératrice selon qui choisit la trajectoire. C'est une idée visuelle plutôt qu'un message prononcé. La trajectoire de Jensen rappelle ainsi celle de nombreuses histoires de prison, mais avec une différence essentielle. Dans un récit classique, le personnage doit s'adapter aux règles du lieu pour gagner un statut. Jensen apprend les règles, certes, mais seulement pour les rendre inutiles. Il ne cherche pas à devenir le meilleur détenu ni le champion absolu. Il refuse le rôle de Frankenstein dès qu'une autre porte s'ouvre. La prison ne l'a pas transformé en roi. Elle l'a obligé à comprendre la forme de son piège. Cette différence donne à la dernière course un sens de mouvement plus fort que celui d'une victoire sportive. Le titre français, Course à la mort, sonne presque comme une formule de forain ou un nom de manège. Cette simplicité convient au film. L'expression ne cache pas son objet, tout comme le film ne cache pas son goût pour les véhicules armés. Elle a aussi une sonorité plus lourde et plus concrète que le titre original anglais. On entend une destination, pas seulement une marque. Pour le public français, le titre décrit une épreuve immédiatement compréhensible. L'absence de sous-titres ou de formules futuristes renforce le caractère direct de l'ensemble. Cette traduction ne doit pas être confondue avec le titre du film original, La course à la mort de l'an 2000. La parenté est claire, mais les deux œuvres n'ont pas le même ton. L'ancienne version est une satire sombre et grotesque d'une Amérique qui transforme la violence en patriotisme. La nouvelle devient un thriller carcéral de science-fiction, plus proche des blockbusters d'action du début du siècle. Les deux partagent un masque et un nom, pas une vision identique. Comprendre cette différence évite de reprocher au remake de ne pas être un film qu'il n'a jamais voulu reproduire à la lettre. Lorsque le film fait revenir l'idée d'un score ou d'une libération après plusieurs victoires, il simplifie également le moteur du récit. Dans l'ancienne histoire, les points et les victimes créaient une logique politique. Ici, l'objectif est plus personnel. Jensen doit obtenir un seul succès officiel parce que Frankenstein en avait déjà accumulé 4. Cette économie réduit la réflexion, mais augmente la tension. Chaque tour peut être le dernier nécessaire. La règle de 5 victoires devient un contrat dramatique. NEC la respecte seulement dans la mesure où le public croit qu'elle la respecte. La première course se termine par une défaite de Jensen, ce qui pourrait sembler étrange pour un héros d'action. Pourtant, cette défaite est utile. Elle lui révèle Pachenko et montre que la voiture a été sabotée. Elle indique au public que le film ne suivra pas simplement la mécanique du nouveau venu qui gagne immédiatement. Jensen doit apprendre que la piste est manipulée avant d'avoir une chance réelle. La deuxième manche lui donne une vengeance et une stratégie. La troisième remplace la victoire par l'évasion. La progression repose donc moins sur des trophées que sur la compréhension croissante du système. Le Dreadnought arrive précisément lorsque la montée en puissance risque de devenir prévisible. On pourrait penser que les deux meilleurs pilotes se battront jusqu'à ce qu'un seul reste.
NC introduit un objet qui rend la rivalité secondaire. L'ennemi ne peut plus être un individu, il devient une infrastructure mobile. Cette décision n'est pas subtile, mais elle est dramaturgiquement efficace. Jensen et Joe n'ont pas besoin de se déclarer amis. Ils doivent simplement reconnaître qu'un obstacle plus grand les oblige à travailler ensemble. La machine transforme la concurrence en coopération, même si elle n'en a aucune intention. La mort de Pachenko intervient avant cette alliance et ferme une autre voie. Jensen aurait pu passer tout le film à poursuivre un meurtrier personnel. En le tuant, il obtient une réponse mais pas sa liberté. Cette absence de satisfaction complète l'empêche de confondre justice et vengeance. Le film ne développe pas ce point longuement, mais il le laisse dans la violence sèche de la scène. Suzy ne revient pas. Piper ne voit pas son père libre. Hensey, la véritable architecte, reste en place. Jensen doit donc choisir entre continuer à chasser les exécutants et s'attaquer au dispositif entier. La relation entre Jensen et Coach offre une version plus ancienne de cette décision. Coach a survécu en connaissant les limites de la prison et en ne croyant plus aux promesses de l'extérieur. Jensen arrive avec une idée très concrète de la liberté. Ils ne partagent pas la même histoire, mais ils partagent une compétence. Coach reconnaît que Jensen peut conduire. Jensen reconnaît que Coach voit les pièges. Leur alliance ne demande pas que le mécanicien adopte l'optimisme du nouveau venu. Elle demande seulement qu'il accepte de risquer son savoir pour quelqu'un qui n'est pas encore devenu une légende. Cette logique rappelle que le spectacle dépend de l'accord du spectateur. Les détenus peuvent continuer à courir après l'arrêt du direct, mais leur performance ne rapporte plus le même bénéfice. NC a besoin que la violence soit vue, commentée et mesurée. L'évasion de Jensen devient dangereuse pour elle, surtout parce qu'elle détruit le récit officiel. Un prisonnier qui quitte la piste n'est plus un héros de la course, il devient la preuve que la prison peut être refusée. C'est pourquoi elle envoie des gardiens, désactive les armes et cherche à récupérer le contrôle de l'image avant même de récupérer les hommes. Le train de marchandises qui emporte Jensen et Joe constitue un contrepoint très simple à la Mustang. La voiture est rapide, personnalisée et vendue au public. Le train est lent, lourd et anonyme. Il appartient au paysage industriel plutôt qu'à l'émission. En quittant la voiture, Jensen abandonne l'objet qui a fabriqué sa célébrité. Il monte dans un véhicule collectif, destiné au transport de marchandises, et retrouve un mouvement qui n'est pas conçu pour le spectacle. La liberté n'a donc pas la forme d'un bolide triomphal. Elle ressemble à un trajet clandestin sur une machine ordinaire. Le Mexique de la dernière scène n'est pas détaillé comme un paradis. Les personnages travaillent. Ils réparent des véhicules et élèvent Piper. La vie reste matérielle, peut-être difficile, mais elle n'est plus scénarisée par Hensey. Cette modestie évite la fin de carte postale. Jensen ne devient pas riche grâce à sa légende. Joe ne reçoit pas une médaille. Kaz ne gagne pas un nouveau costume de navigatrice. Il récupère du temps, une activité et une relation. Ce sont des récompenses discrètes, mais elles répondent exactement à ce que la prison leur avait volé. Quand on revoit la dernière image avec cette idée en tête, la course apparaît moins comme la destination que comme une méthode imposée. Jensen a dû utiliser la vitesse parce que le système ne lui laissait pas d'autre langage. Une fois hors du circuit, il n'a plus besoin de la prouver. Il peut redevenir un mécanicien, un père et un homme identifiés par son propre nom. La Mustang reste une image forte, mais elle cesse de définir sa valeur. Le personnage le plus libre du film n'est pas celui qui conduit le plus vite. C'est celui qui sait quand quitter la voiture. Le plus intéressant est que Hensey ne se présente jamais comme une passionnée de voitures. Elle ne discute pas de moteur, de pneus ou de trajectoire. Elle veut des audiences. La mécanique est la matière première de son commerce, pas son objet de fascination. Coach, lui, aime les machines sans posséder le pouvoir. Cette opposition sépare le plaisir artisanal du plaisir marchand. Jensen apprécie conduire parce que le volant lui donne une décision immédiate. NEC apprécie la course parce qu'elle lui donne un produit vendable. Quand la Mustang franchit la barrière, Jensen retrouve la première signification de la vitesse et NEC perd la seconde. La moyenne des spectateurs sur Allociné, proche de 2,8 sur 5, reflète cette position centrale. Le film n'est pas un désastre oublié immédiatement, mais il n'est pas devenu un classique critique.
Des milliers d'évaluations lui accordent une place de divertissement efficace. Les commentaires positifs parlent souvent du rythme, des voitures et du charisme de Statham. Les réserves visent le scénario, la durée des courses et la faiblesse de certains rôles. Cette séparation entre l'action et le récit revient dans les évaluations internationales. Course à la mort est apprécié pour la sensation qu'il produit plus que pour la complexité du monde qu'il décrit. Le score de Rotten Tomatoes, situé autour de 41%, peut donner l'impression d'un rejet presque total. Pourtant, le même site affiche une audience plus favorable, autour de 60%. Metacritic conserve un score utilisateur de 6,7 sur 10, nettement supérieur à la moyenne critique. Ces écarts illustrent un phénomène fréquent pour les films d'action. La presse juge souvent la répétition, l'écriture et l'originalité, tandis que le public valorise l'exécution d'une promesse immédiate. Aucun de ces chiffres ne constitue une vérité définitive. Ils décrivent des communautés de regards différentes. Paul W.S. Anderson n'a pas fabriqué un chef-d'œuvre consensuel. Il a fabriqué un objet de genre franc, violent et physiquement engagé, porté par une distribution qui comprend exactement le ton demandé. Les critiques peuvent lui reprocher sa simplicité. Les spectateurs peuvent lui pardonner cette simplicité parce qu'elle s'accompagne d'une vraie sensation de danger. Entre les deux, le film trouve une place durable. Il n'est ni la satire radicale de l'original, ni une pure suite d'effets sans direction. Il est une course construite autour d'une idée très humaine. Quand tout le monde vous demande de jouer un rôle, la liberté commence par le moment où vous choisissez votre propre sortie.